À 25 ans, il y avait cette détresse pour l'entreprise familiale et mon père en fait me demande de revenir et d'aider. C'est là où tu viens et puis après on te prête le poste et c'est à toi de montrer si tu es capable ou pas. Et puis après d'année en année, on m'a dit bah oui, c'est bon, tu peux être à la présidence de la société. Sachant que mes frères et sœurs étaient déjà tous dans la boîte. À chaque fois que tu veux changer quelque chose, on dit pourquoi tu veux changer? Ça fait depuis 20 ans qu'on le fait. J'ai rencontré un entrepreneur, Jackie Chang, qui fait partie de PFS, Paris Fashion Shop. Ouais. Et lui m'a dit tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Et puis après, bah, tu rentres dans ce réseau. Une personne membre de la famille est partie créer une autre structure qui est concurrente à la nôtre. Et ils disent que c'est la même chose. Je reprends la boîte la première année, 1 million de pertes nettes. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit à l'erreur. L'erreur coûte cher en termes d'investissement. Deviens visible. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Philippe Chieu. Philippe Chieu, qui est le fondateur de Wanam. Est-ce que j'ai bien prononcé déjà? C'est ça, c'est Wanam. Parfait, merci. Tout d'abord, avant de commencer, Philippe, j'ai bien demandé en fait, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment de ta vie qui fait que tu fais l'activité que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu saurais me dire s'il y a une histoire derrière? L'histoire, en fait, elle remonte depuis que je suis jeune. J'ai toujours été en fait incubé dans cette entreprise familiale et je savais que quoi qu'il en soit, je reviendrais à la source. Ok, vous avez compris, il est dans une entreprise familiale. On peut aller dans le vif du sujet. Je n'avais pas prévu comme ça, mais c'est intéressant aussi. Là, tu es le président de Wanam, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux me parler donc à la base, qu'est-ce que c'est que Wanam? Pourquoi tu dis je savais que j'allais reprendre l'entreprise familiale? Deuxième question, et la troisième, je te la poserai après, c'est plutôt par rapport à tes parents, à tes frères et sœurs pour cette entreprise. Donc déjà, raconte-moi ce que c'est que Wanam. Alors, Wanam, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1981. Moi, je suis né en 1983, Ok. donc 2 ans après la création de la société. On est leader dans la production de produits alimentaires asiatiques frais et surgelés. Et on fait une panoplie de produits confectionnés sur nos 2 sites de production qui vont des nems au samoussa, aux perles de coco, avec des raviolis, tous les produits vapeur qu'on achète à toutes les communautés asiatiques en France et en Europe. Ok. Et quel est l'élément de ta vie qui a fait que tu t'es dit je vais reprendre ça? En fait, c'est le détresse de la famille. Ok. Moi, j'ai grandi, baigné dans l'entreprise familiale, sachant que Wanam, au début, c'était un petit traiteur. Hein. Ça s'est agrandi naturellement. C'est le petit traiteur de 2-3 personnes qui est passé à 10, puis après un atelier de 20-30 personnes, et on est monté à notre apogée à 130 personnes. Aujourd'hui, on a une taille humaine de 80 personnes. Ok, donc vous êtes passé de 2 à 80 personnes. Ouais. Waouh, comment c'est arrivé ça? C'est quoi le déclencheur? Donc là, on va dire tu as 2 ans, tes parents ils fondent cette entreprise. On va dire à l'âge de 10, 15 ans, vous êtes quoi, 2, 10, vous êtes combien dans cette société à ce moment-là, quand tu es adolescent ou quand À la base, quand t'es 2-3 personnes, c'est que de la famille. Quand t'es 10, c'est encore de la famille, c'est oncle et tante, et puis mes frères et sœurs donnaient un coup de main. Mais ils ont pas vu ça en fait. Si tu veux, c'est une success story sans en fait la créer. Ils l'ont vécu. Mes parents sont venus en fait sans rien. Ce sont des boss people. Et donc, quand t'as rien, eh ben, tu te défonces pour avoir en fait une meilleure vie pour la génération de tes enfants. Donc c'est comme ça que mes parents ont plus ou moins réussi leur vie. Ok. Quand tu reprends la société, t'as quel âge? Quand je reprends la société, j'en ai 26. 26, ok. Ouais. Et là, il y a combien de salariés? À 26 ans, on était à peu près une centaine. Ok. On était une centaine, sachant que les gens partent naturellement. La moyenne d'âge des salariés de la société, elle est haute parce qu'ils sont tous travaillés entre 25 et 30 ans déjà d'ancienneté. D'accord. Et c'est la génération de mes parents. Ok. C'est tous les réfugiés qui sont venus, en fait, qui ont fui les régimes politiques d'Asie, que ce soit Vietnam, Chine, Cambodge, Laos. Ils sont tous venus et tout le monde, en fait, travaillait dur pour avoir une meilleure vie. Déjà pour avoir un bien immobilier, puis ensuite avoir que chacun des enfants puisse aller à l'étude, faire des bonnes études, aller à l'école, quoi. Donc là, vous êtes 100 quand tu rentres. Et la vision, on peut parler de chiffre d'affaires? Ouais. Oui. C'est ok, hein, si tu veux pas qu'on en Oui, parle. non, il n'y a pas de souci. Quand je suis rentré, je pense que la boîte faisait à peu près 7 millions. Ok. Et puis, c'était très manuel. Aujourd'hui, on est entre 11 et 12 millions. Ok, bravo. 90 salariés et on est totalement mécanisé. Après, bon, c'est facile de parler de chiffres, mais la structure, elle est différente dans le sens où les enjeux aujourd'hui sont différents parce que tu as des problèmes de maladies professionnelles que nous, on essaie de travailler, de lutter contre ces troubles. Les TMS, ils appellent ça les troubles musculo-squelettiques, c'est les gestes répétitifs
qui sont en fait un vrai cancer pour cette industrie. Et nous, on travaille main dans la main avec l'assurance maladie pour améliorer ces process. Parce que qui a ces maladies-là? C'est quoi le... En fait, c'est simple. Un problème de TMS, tout le monde en fait a des problèmes de TMS. Et une fois que tu fais 3, 4, 5 fois le geste répétitif pendant 1 minute, ça peut être un problème de TMS. Okay. Devant l'ordinateur, à taper sur le clavier, à rouler des nems, tu vois, quand tu as des cadences, à suivre les cadences, à emballer. Et ça, en fait, les docteurs te préconisent de ne pas le faire, de faire tourner en fait les ouvriers dans l'entreprise pour qu'on évite ce problème de TMS. Pourquoi tu parles de ça? Parce que dans l'entreprise, il y a des gens qui ont Parce qu'en fait, les gens ont travaillé 10, 15, 20 ans déjà. Donc, c'est sûr qu'ils ont fait ces gestes répétitifs d'année en année. Et aujourd'hui, nous, on a mécanisé. C'est pour ça que le chiffre d'affaires qui est passé de 7 à 12 millions, on va dire, c'est pas avec plus de salariés. C'est par simple mécanisation, c'est de la finance, en fait. Et moi, j'ai fait ce passage. J'ai pris ce recul. Et en fait, dans la boîte aujourd'hui, il y a moins d'ouvriers, beaucoup moins d'ouvriers. Il y a 30% moins d'ouvriers qu'au premier jour. Et il y a beaucoup de talent dans la boîte. C'est-à-dire que j'ai structuré de telle sorte que, voilà, on a un DAF, on a responsable de production qui est ingénieur, on a des responsables qualité, on a un responsable de site. Alors qu'avant, à mon arrivée, c'était très pyramidal. C'était les deux fondateurs qui sont mon père et mon oncle. Et ensuite, tu as l'ensemble des ouvriers. Après, il y avait des contre-maîtres, c'est sûr. Mais ce n'était pas dans le sens où il n'y avait pas d'amélioration de conditions de travail, en fait. C'était tu travailles de telle heure à telle heure et tu respectes et tu travailles. C'est quoi tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient avant de venir? Ils n'ont pas pu faire les études parce qu'ils ont fui le régime politique. Mon père était dans le commerce, ma mère également. Ils ont quitté le Cambodge pour aller en Thaïlande et c'était là où ils étaient dans des camps de réfugiés. Le camp, en fait, décide et te demande où est-ce que tu veux aller. Et mes parents avaient le choix entre les États-Unis et la France. Mon père a choisi en fait la France parce que voilà, elle a été connue et réputée pour les études qui sont gratuites. Et il s'était dit, il n'a pas eu la chance d'étudier, il va donner cette chance à ses enfants. Et l'autre partie de ma famille est partie aux États-Unis. Donc voilà, c'était dans ce sens-là. Et donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés dans une ville de la Sarthe qui s'appelle Changé. C'est la ville et la Croix-Rouge qui les ont accueillis. Et puis mon père est arrivé avec ma mère, avec mes 3 frères et sœurs. Mes frères et sœurs à cette époque avaient peut-être de 3 à 6 ans. Et sans connaître la langue, sans connaître la culture, mon père a tout de suite cherché du travail. Et il était manutentionnaire chez Carrefour, par exemple. Pendant moins d'1 an. Il a passé permis de conduire, elle a appris le français. Ma mère était mère au foyer, s'occupait de mes enfants. Et elle avait la Croix-Rouge, l'association de la Croix-Rouge, et puis les gens le maire, et puis les gens de la ville qui ont accompagné mes frères et sœurs et ma mère. Et elle s'occupait de ses enfants, tes frères et sœurs, c'est des frères aînés, c'est ça? Ouais. T'es le dernier? Je suis le dernier. Et on a une grosse différence d'âge entre moi et la troisième. On a 7 ans de différence entre En fait, c'est sœur, frère, sœur et moi. Et comment tu dis, comment le dernier de la famille, entre toi et ton frère aîné, vous avez combien d'années de différence? On a 9 ans. Comment tu te dis, je reprends, je sais pas si tu as la même culture que moi, moi j'ai une culture africaine ou droit d'aînesse, etc. Après, j'ai des membres de ma famille maintenant qui travaillent dans mon entreprise. Mais comment tu te dis, et ça, je ferai un podcast dessus d'ailleurs. Comment tu te dis, je reprends le business, je suis le petit frère, et comment ça s'est passé? En fait, tu choisis pas. C'est naturel. Moi, mes parents, en fait, avant de venir travailler chez Wanam, j'étais aux États-Unis. Il faut savoir qu'après mes études d'école de commerce à Paris, j'ai trouvé un poste en banque aux États-Unis. Tu as fait des études en finance, c'est ça, hein? J'ai fait des études en finance. J'ai travaillé 2 ans en banque, et puis après, j'ai refait un 3e cycle aux États-Unis. J'ai fait un MBA et j'ai travaillé en finance. Et c'est à ce moment-là où, à 25 ans, il y avait cette détresse pour l'entreprise familiale. Et mon père, en fait, me demande de revenir et d'aider. Après, tu reviens, mais tu sais pas quel poste tu vas avoir. Et c'est là, en fait, il commence à... C'est un peu, on va dire, c'est le début de ta carrière au sein de l'entreprise familiale. C'est ta période d'essai. C'est là où tu viens, et puis après, on te prête le poste. Et c'est à toi de montrer si tu es capable ou pas. Et puis après, d'année en année, on m'a dit, c'est bon, tu peux être... à la présidence de la société. Mais c'était plus par détresse, sachant que mes frères et sœurs étaient déjà tous dans la boîte. Et mais comment toi tu fais pour, même si tu dis que tu demandes pas, comment tu fais pour prendre ce poste-là, tu vois? C'est tu rentres dans la boîte, comment tu deviens le PDG? T'es accompagné, hein. Donc l'ancien président, c'était mon grand-oncle, il était à l'âge de la retraite. Il y avait personne en fait qui pouvait tenir tête en fait à la gestion de cette entreprise. Bon, après, je suis arrivé au moment où c'était le plus crucial, hein.
il y avait vraiment cette crise juridique, crise financière, crise sociale. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était très compliqué. Et puis ils m'ont dit bon bah Philippe, c'est le 109, il va venir, il va essayer de remettre tout ça sur la route. Et c'est un chantier de 5 ans. Donc pendant 5 ans, c'était dur. Les 5 premières années de carrière chez ONEM, c'était très compliqué. Est-ce que tes frères et sœurs, ils ont des études, ils ont fait des études? Ouais, ils ont tous fait des études, plus ou moins poussées. Ouais. Aujourd'hui, on travaille tous ensemble. Sauf que chacun a sa spécialité. Mon frère est plutôt côté technique, il était ingénieur. Ma sœur, elle était dans la finance et dans la compta. Donc, et j'ai mon autre sœur qui est comptable aussi. Okay. Donc, tout le monde trouve sa place. Okay. On fait des tours de table, bien sûr, pendant les réunions. Mais moi, j'ai plutôt la tête pour la stratégie et le commerce et la partie commerciale. Okay. C'est quoi le moment clé, la stratégie que tu mets en place pour faire développer cette entreprise, tu vois? Donc, tu me dis que tes oncles, ton père disent OK, on va mettre Philippe, c'est OK. Qu'est-ce que tu... Alors, je vais te dire, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a le problème de culture intergénérationnelle. Donc, il y a quand même le respect pour l'aîné. Donc, mes parents ont fait ça pendant 20 ans. À chaque fois que tu veux changer quelque chose, on dit pourquoi tu veux changer ? Ça fait depuis 20 ans qu'on le fait. Donc, ça, c'est un vrai problème. Parce que ça ne veut pas dire que tu fais ça pendant 20 ans, c'est bien fait. Donc, toi, tu prends du recul. Moi, j'ai pris tous les postes à l'intérieur de l'usine, de la production à l'emballage, pour bien comprendre, pour me rapprocher des salariés, pour comprendre le rôle de chacun, les problèmes que chacun a. Et puis, ensuite, tu t'es dit, bon, bah, je vais me lancer. Et tu commences à faire des petites modifications, des progrès dans certains domaines. Et puis, et tu prouves. Parce qu'en fait, ce qui pourrait vraiment prouver à ma famille, c'est les chiffres. Et quand tu dis, aujourd'hui, j'arrive à faire plus d'énormes que toi avec moins de salariés en prod, ouais, c'est game changer. Voilà. Donc, ils comprennent que voilà, c'est la marge. Okay. Et tout ça, c'est mathématique. Et moi, comme j'avais cet esprit un peu finance, tu le vois. Tu sais où tu veux aller, mais ce n'est pas aussi facile parce que ce n'est pas un service. C'est de la production, c'est de l'humain. Tu vois, c'est des centimes qu'on essaie de générer, quoi. Donc, tout ça, ça m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. OK. Et si tu avais une anecdote à Anecdote, alors. Moi, j'ai quelque chose à te dire, c'est que quand tu as 26 ans, tu prends t'es à la tête d'une entreprise, tu penses que tu as toute cette énergie. Tu fonces tête baissée, tu n'as pas peur. Tu te dis, ben, c'est pas grave, je fonce, je le fais, j'assume. Si tu me dis aujourd'hui de refaire la même chose, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'en prenant beaucoup de recul, tu dis, c'est quand même difficile. Bah, tu as tout approuvé quand tu as 26 ans. Bien sûr. Donc pendant 5 ans, je me suis vraiment énervé sur le travail. J'ai tout fait. Tu vois, j'avais pas peur des heures. Tu venais tôt le matin, tu repartais tard. Et ben, c'était cette énergie que tu avais. Et puis après, tu te dis, ben, pour changer, parce que moi, mon entreprise familiale, c'est un peu ma deuxième famille. Donc tes salariés, tu veux que tout le monde soit bien. Donc tu essayes d'améliorer, tu te rapproches de l'assurance maladie, tu leur expliques vraiment les problèmes au lieu qu'ils viennent t'inspecter, bah, tu dis bah, ok, on va la faire à l'envers, on va la faire dans l'autre sens. Comment on peut faire pour améliorer ça? Et là, quand tu fais ce déclic et que tu travailles avec ces institutions, tu te dis ah, quand même, ce jeune, il veut vraiment changer quelque chose. Et c'est ça. Et c'est pour moi, mes salariés, c'est ma famille. Il y a pas de saut métier. Okay. Je comprends que voilà, chacun a son poste de travail, que c'est difficile pour l'un et pour l'autre. Tout le monde a ses challenges. Mais je me mets toujours à leur place. Et j'essaie de comprendre. Intéressant, très intéressant. On parlait tout à l'heure du temps, toi et moi. Le temps, t'as pas le temps. En fait. T'as pas le temps, bon, tu vieillis, t'as pas cette énergie que tu as quand t'as 25, 26 ans. Mais tu profites de la vie différemment. Moi, depuis que j'ai travaillé chez ONEM, depuis l'âge de 26 ans, tous les matins à 6h, 6h30, je suis au travail. Du lundi au samedi. Et j'avais pas peur de ça. Je partais plus tard, en étant jeune. Arrivé il y a 2-3 ans, j'ai commencé à quitter le travail plus tôt. Je partais à 16h, mais ça faisait des grosses journées. Je travaillais le samedi, je disais une demi-journée le samedi, c'est 7h, 14h. Quoi. Pour moi, c'est une demi-journée. Mais pour d'autres, c'est une journée pleine. Oui. Et j'avais cette habitude. Après, bon, t'as la famille qui arrive. Ma femme qui me dit Philippe, arrive un moment, il faut que tu changes ton mode de vie parce que tu vas avoir des enfants. Comment tu vas faire? Et le déclic, c'est à l'arrivée
de mes enfants, de la deuxième. C'est là où, en fait, j'ai changé mon mode de vie. En gros, le premier, Liam, à 2 ans et demi, j'ai passé peut-être 30% de mon temps à m'occuper de lui. Le restant, c'était ma femme. Elle a fait un super boulot. Mais avec l'arrivée de la deuxième, en janvier, et ben, ma femme a dit, c'est à toi de t'occuper de Liam parce que moi, je ne peux pas m'occuper des deux. Ouais. Donc, mon emploi du temps a changé par rapport à l'emploi du temps de la crèche de mon fils. Si on en parlait, c'est vrai que quand tu as un deuxième, c'est plus le temps. Entre guillemets, tu peux plus te cacher parce qu'en fait, t'as le premier, ta femme peut gérer. Toi, tu peux prendre des risques, faire autre chose. Alors que, tu vois, tu peux sortir, tu peux aller en dîner pro. Exactement. Tu peux faire... réseauter. Parce que ça, tu réseautes. Ouais. Tu travailles toujours. Voilà. Ouais. Mais on va dire, tu travailles ton soft skill. Exactement. Voilà. Ouais. Arrive un moment, tu peux plus le faire. Ouais. Donc, tu fais des déjeuners pro, tu fais plus de dîner pro. Tu essayes d'être à la maison tôt parce que il faut faire la cuisine, il faut doucher les enfants, faut laver les enfants, faut coucher les enfants. Et c'est ça, en fait. Mais tu profites, c'est ce que je te dis, tu profites différemment. Et c'est ça, en fait, c'est ce vrai déclic, c'est la famille. Tu te rends compte que quand tu prends du recul, tout ce que tu as bâti avant, on va dire, ça fait 13 ans que je travaille chez Wanam. Ce que j'ai fait pendant 5 ans, j'ai réorganisé avec un vrai staff, avec du bureau, des gens dans le bureau. Et tu vois que c'est mon staff des bois qui m'a dit on va s'arranger pour que tu puisses, le peu de temps que tu fasses à l'entreprise, que tu puisses vraiment le travailler intelligemment. Bien sûr, je travaille aussi de chez moi, mais le présentiel, c'est important dans l'agroalimentaire. Et grâce à mon staff, aujourd'hui, j'ai une entière confiance. Et qu'est-ce qui fait que tu es moins visible, du coup, quand tu passes moins de temps sur ton business? Parce qu'en soi, tu as eu un enfant, tu as eu ta deuxième fille, tu as eu ta fille, pardon, ta première fille, qui est ton deuxième enfant. Donc, tu as moins d'opportunités, tu vas réseauter moins, tu fais les choses différemment. Est-ce que tu penses que dans la visibilité, parce que parlons de visibilité, tu as reçu pas mal de concours, tu fais partie des jeunes dirigeants, tu as pas mal de... Oui, j'ai fait partie 2 fois des jeunes entrepreneurs. J'étais sélectionné pour faire la FEP. Tu es toujours... Ton réseau, il est toujours là. Et quoi qu'il en soit, tu le fais vivre, mais différemment. Tu sélectionnes plus. Tu ne vas pas sur peut-être 5 événements, mais tu vas sur un seul. Okay. Et puis, aujourd'hui, tu peux travailler en fait à distance. La BPI, c'est une grande famille, donc la BPI me suit. J'ai eu de la chance parce que j'ai fait en fait l'accélérateur de développement pour l'agroalimentaire avec la BPI l'année dernière. J'avais qu'un enfant. Je ne l'aurais pas fait cette année parce qu'avec la deuxième. Aujourd'hui, tu travailles différemment. Tu peux toujours travailler. Quand tu as cette envie, l'opportunité ne manquera pas. Okay. Après, c'est vrai que tu passais plus de temps quand tu fais des voyages pro, par exemple. Aujourd'hui, Paris-Nice, je le fais en une demi-journée. Tu ne restes pas une nuit. Ouais. C'est ça. Tout est une question d'organisation du temps. Donc, tu réduis. Tu fais moins de dîners, tu fais beaucoup plus de réunions et ça va beaucoup plus vite comme ça. Okay. Après aussi, tu gagnes. En fait, ton réseau, il est déjà très mature. Donc, les gens, ils te connaissent. Donc, tu n'as pas besoin de travailler la mariée. Justement, à propos de ça, comment tu t'es fait connaître? Comment je me suis fait connaître? Comment Wanam s'est fait connaître? Quelle stratégie vous avez mis en place pour développer de la visibilité chez Wanam? En fait, Wanam, pendant les 20 premières années, était très connu auprès de la communauté asiatique parce qu'on était l'un des pionniers de l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est une marque très réputée. Sauf que c'était moins réputé auprès des Français. Et moi, ce que je voulais, c'est que je me suis dit, on n'oublie pas la communauté asiatique, mais on essaie de toucher cette communauté française parce que de toute manière, je suis français. Hein. Je voulais vraiment développer cette marque asiatique auprès de la grande distribution. Donc, de fil en aiguille, on a commencé à vendre... aux enseignes Leclerc, Carrefour, Super U. Et puis, on a poussé les portes. Et puis après, les gens parlent. Donc après, j'ai rencontré une personne, un entrepreneur. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Si, vas-y. Jackie Chang. Ok. Qui fait partie de PFS, Paris Fashion Shop. Je l'ai rencontré à un event. Et lui m'a dit, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Et de fil en aiguille, j'ai écouté ses conseils. Et puis après, tu rentres dans ce réseau. Et c'est toi-même qui le développe parce que pendant 5 à 8 ans au début, on travaillait beaucoup en fait la strate interne. Mais on ne travaillait pas l'image de la société. On n'avait pas encore ce potentiel. Et puis arrivé au moment, quand j'ai rencontré Jackie m'a présenté des personnes. Et puis... il m'a présenté à la BPI, j'ai écouté ses conseils et puis de fil en aiguille, on est là aujourd'hui. Et j'ai toujours voulu, à la différence des confrères et des autres enseignes, j'ai toujours voulu en fait montrer aux gens extérieurs, au monde extérieur en fait, ce qui est en fait l'industrie agroalimentaire. À l'occasion, si tu peux venir, je te montre. C'est pas à entendre parler, c'est pas sexy, mais quand tu vois en fait comment c'est organisé et tout ça, tu te dis ah oui.
il y a quand même un vrai travail derrière. Ah, ok, mais écoute, avec plaisir, quand tu veux. Quand tu veux, pour venir voir ça. Donc, pour toi, oui, c'est ça, c'est un mentor. Oui, c'est un C'est ça, mentor qui t'a fait te développer et c'est ce mentor-là que tu as trouvé. exactement. Ok. C'est des gens, en fait, qui veulent vraiment te tirer vers le haut parce qu'ils pensent que tu as un potentiel. Et Jackie Chan est une des personnes. Et puis, il y a Paul Lé aussi, que j'ai rencontré, en fait, qui était mon On connaît tous les voisin deux, sur ouais. Ivry-sur-Seine. Ouais. Et, Qui est mon mentor à moi. ouais. Et c'est des personnes qui, en fait, ne sont pas égoïstes Mm. et qui veulent vraiment partager la vision de l'entrepreneuriat différemment. C'est super. Quel conseil tu donnerais à une personne qui recherche un mentor, justement, qui dit, moi, j'ai pas de réseau, même si on a tous un réseau, je pense. Bien sûr, ça s'est fait naturellement toi, mais est-ce que tu lui as posé la question à Jackie Chan? Est-ce que tu lui as dit, tu sais, j'ai besoin de ça? En fait, ça vient naturellement, hein. Voilà. C'est toi-même. Si tu as cette envie, moi, le réseau, ça peut passer par la chambre de commerce. Par exemple, moi, je fais partie de la chambre de commerce. C'est ton envie de bien faire les choses. Le mentor, il viendra naturellement. Tu peux pas te dire, aujourd'hui, j'ai besoin d'un mentor, qui veut être mon mentor? Parce que ça va pas te coller, ça va pas matcher. Et c'est les gens qui voient le potentiel en toi Ok. ou qui ont envie de t'aider. Et ça, il y en aura toujours dans ce monde. Il y a toujours des gens bien qui veulent toujours aider les autres. Et moi, j'ai toujours voulu aider les autres, tu vois, c'est naturel. Et donc, Ouais, t'as je pense tiré. qu'il ne faut pas brûler les étapes, Ok. qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, tout découle. Ok. Tu peux pas aujourd'hui te dire, je vais chercher un mentor pour faire du business. C'est toi en faisant du business, tu verras qu'à un moment, tu sens ce besoin d'encadrement, ce besoin de réflexion avec des personnes externes. Et Jackie, moi, j'en parle souvent de mes problèmes. Et quand j'ai des vrais problèmes, j'appelle Paul ou j'appelle Jackie, par exemple. Paul de la Belle Vie ou Jackie Ouais. de PFS. Je m'en souviens, j'avais un souci. Jackie me dit, on va chercher des gens de ton domaine, des gens qui se rapprochent de ton domaine. On refait un tour de table. Et tu vois, rien que ça, même si c'est pas en fait dans l'industrie dans laquelle je travaille, eh ben, ça te remet en confiance quelque part. Puis après, quand tu es un entrepreneur, tu réfléchis toujours. Tu as toujours un plan B. Ouais. Quel est le pitch que tu as sorti ou que vous sortez chez Wanam pour convaincre les gens d'acheter chez vous, tu vois? Enfin, là, tu es en pleine croissance, en plein développement. Le pitch, en fait, pour moi, c'est la base. Ma famille, c'est ce que je produis. Tu crées, en fait, à partir d'une tradition vietnamienne familiale avec une modernité à la française. Et ça, c'est notre ADN. Ok. C'est ce que tu fais. C'est aujourd'hui, je fais des produits qui sont asiatiques, mais je le fais avec la technologie française. Et donc, c'est des produits de bonne qualité. Et on sera toujours positionné sur la qualité des produits. On n'est pas là, en fait, à réduire les ingrédients, à régresser, en fait, tu vois, les matières premières pour faire de la marge. Nous, on reste toujours sur de la qualité. La qualité, c'est notre maître mot. Intéressant. Tu pourras toujours faire de la qualité. Après, il faut bien sélectionner. On travaille avec des producteurs de longue durée. Donc, c'est des partenaires avec qui on travaille. On ne va pas chercher du prix pour du prix. Parce qu'en fait, tu te brûles en faisant ça. Et nous, on voit toujours sur du moyen-long terme. On est toujours les premiers à faire... par exemple, voilà, j'ai su le saveur de l'année 2025 avec des samoussas à la pomme. Mais personne n'avait pensé à faire des samoussas à la pomme. Ah ouais, c'est clair que c'est original comme. Ouais, parce qu'en fait, tu fais vite fait le tour des desserts asiatiques. Donc, on s'était dit, on allait vraiment sortir dans notre carte quelque chose de sucré. Et oui, c'est en fait, et les pommes, quoi, parce que c'est adapté à la culture française. C'est ça. Parce que c'est adapté à la culture française, parce que ouais, t'as ce croquant, et puis ça se marie très bien. Des samoussas à la pomme avec une glace boule vanille, ça se marie très bien pour les desserts. Sans cesse, enfin, de ce que tu es en train de me dire, en fait, il faut sans cesse innover, il faut sans cesse penser au coup d'après. Faut toujours innover, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui encore plus, parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte économique qui est difficile et on ne peut pas subir. L'économie est très fragile et on ne voit pas en fait les perspectives d'avenir. Mais faut pas attendre. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps d'attendre. Il faut déjà penser à la prochaine étape, puis ensuite à l'étape d'après. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment de faire de Wanam cette image qui est forte. On est les premiers à être serveur de l'année. Je suis l'un des premiers asiatiques, franco-asiatiques, à faire le G20 des jeunes entrepreneurs. Je fais partie
du Made in fabriqué en Val-de-Marne parce qu'ils ont Ok. vu que voilà, j'ai un potentiel et que, en fait, c'est tout cet écosystème. C'est donnant-donnant. Moi, j'aime bien la ville d'Ivry-sur-Seine. On est là, on va rester là et j'ai en aucun cas envie de déménager, si ce n'est être sur Ivry-sur-Seine. Et ça, en fait, j'en ai parlé au maire, à l'agent du maire, et ils savent très bien. Les gens savent ce que je fais. Euh, le maire et la mairie d'Ivry-sur-Seine, j'aurais dit, bah, venez voir l'usine et je vous montre ce que je fais. Et c'est là, ils se disaient, ah oui, c'est quand même un acteur économique qui est important pour la ville d'Ivry-sur-Seine. Parce qu'ils savent, ils voient les gens qui travaillent à l'intérieur, ils voient que l'organisation. Donc, et c'est ça, en fait. Parce que il y a beaucoup d'entreprises où tu peux pas savoir, mis à part regarder le chiffre d'affaires, regarder les produits. Nous, aujourd'hui, on vend le package de cette entreprise qui est à taille humaine. Et moi, quand je recrute une personne, c'est pour du long terme. Bien sûr, il faut que ça se marie bien et que ça va dans le bon sens. Mais j'aime bien, en fait, cet esprit famille. Et c'est comme ça que j'ai grandi, en fait. Quand j'étais petit, dans l'atelier, j'ai des salariés, en fait, qui m'ont vu, j'avais 1, 2 ans, et qui, aujourd'hui, en fait, je suis à la tête de l'entreprise, donc je travaille avec eux. Je ne leur dis pas que je suis leur patron. On est une entreprise et on n'est pas de... Il n'y a pas de Hiérarchie. hiérarchie. Ils le savent très bien. Mais je lui dis pas, tu le fais parce que c'est moi qui te demande. On réfléchit, on essaie de faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, en fait, cette génération, en fait, cette ancienne génération, elle arrive à comprendre ce que j'ai voulu faire. Parce qu'ils avaient peur au début. Lorsque j'ai repris, beaucoup de salariés me disent, mais qu'est-ce qui va changer, Philippe? T'es le produit de ton père. Donc, si, voilà. Je dis pas que mon père était un mauvais manager ou un mauvais gérant. C'est juste que les temps changent et il faut s'adapter au temps. Et moi, j'ai dit, moi, je vous accompagne jusqu'à la retraite. C'est promis. J'ai pas envie de faire des licenciements économiques et tout ça. Même si, mathématiquement, le commissaire quand il arrive, il dit, bah, Philippe, c'est facile. Tu enlèves 10, 15 personnes, tu mécanises tout, c'est facile. Bah oui, mais on arrive à le faire de façon, on va dire, humaine. C'est-à-dire que tu fais petit à petit, tu expliques, tu fais des réunions. On a un groupe de CSSCT, c'est pour l'hygiène, c'est pour le bien de l'entreprise, avec qui on fait des groupes de discussion. Et donc, ça permet, en fait, aux salariés de comprendre que le travail, c'est pas, en fait, un échange de travail avec un salaire. C'est plus que ça. Donc, on a fait plein de choses. J'ai fait, il y a une année, à la sortie du Covid, j'ai fait la remise des médailles Ok. pour, par rapport à l'ancienneté des salariés, ceux qui avaient 10 ans, 20 ans, 30 ans, on mettait des médailles et suite à ça, ils avaient en fait une augmentation de salaire. Mais c'était pour les remercier. Et je l'ai fait avec la mairie, le maire est venu et tout ça pour le rendre plus officiel. Mais c'est cette envie d'améliorer les conditions de travail de mes salariés. Hyper intéressant. Et tes enfants, comment tu les vois? C'est-à-dire que tu penses qu'ils vont reprendre l'entreprise familiale ou comment tu... Alors, il est un peu trop tôt, je pense, parce qu'ils sont tout petits, mais comment tu le vois? Ben, ils vont avoir le choix. Je vais les faire Ouais. baigner dans l'entreprise familiale. J'ai cette envie. Si je vois qu'il y a pas, ça ne matche pas, ben, tant pis. Mais déjà, mon fils, il vient, on va dire, une fois par mois à l'entreprise. Lorsque, Comme toi, quand... Ouais. voilà, comme moi j'ai fait avec mon père, mais qui commence à côtoyer en fait ce monde. C'est pas facile parce que voilà, c'est le monde de l'agroalimentaire, il fait froid, ça fait beaucoup de bruit. Un enfant, ça aime pas ça. Mhm. Mais je veux qu'il voit ce que je fais au travail. Et pas te dire, bah, ah papa, tu es au travail, tu reviens du travail. Et quelque chose d'intéressant, c'est que quand j'ai des dîners pro à faire et que je dois m'occuper de mon fils, et que c'est dans la mesure du possible, je l'emmène avec moi. Et donc, au début, mon fils pensait qu'aller au travail, c'était aller dîner au resto. Et dire, on va au travail. J'ai fait, oui, mais ça, c'est un autre type de travail. Ou sinon, quand je vais dans les magasins, je vais par exemple chez Tank Frère parce qu'on a fait de la dégustation, on a fait ça. Ben, je vais vérifier de temps en temps. Pas dans tous les magasins, mais Je j'y pense vais. que le travail, c'est manger. Voilà, ils pensent que c'est s'amuser, d'aller dans les supermarchés. Il y a un gamin, quand ça va dans un supermarché, c'est content. Quand Ouais. ça va aller dîner, Ouais. il est content. Mais déjà, c'est déjà bien. Il aime déjà le fait que ça reste quand même dans l'esprit du travail. Mais petit à petit, je pense qu'il il va voir si ça va lui plaire ou pas.
Après, moi, je veux pas pousser les enfants à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Moi, si tu veux, c'est pas un lavage de cerveau, mais tu vois, c'est tes parents qui te mettent, voilà, disent, bah voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ils travaillent dur. Et c'est cette envie. Moi, ça a matché. Après, par contre, pour mes frères et sœurs, pour d'autres frères et sœurs, ça ne matche pas trop. Ils travaillent, mais c'est peut-être pas ce qui leur plaît le plus. De quoi Du travail Ouais. dans la société familiale. Ouais. Moi, ça me plaît. Donc, j'ai toujours envie de faire mieux. C'est vrai, mais c'est une chance en plus de travailler dans un domaine qui te plaît. Ouais. C'est quoi la filouterie? Moi, j'aime bien parler de filouterie. Est-ce que tu as un truc qui a fait qu'il y a eu un bond dans ton entreprise? Tu vois, si tu as une anecdote à me raconter. Moi, le bond que j'ai fait, c'est que j'ai été contacté des passants qui demandent ma marque dans un grand magasin pour pouvoir rentrer dans le grand magasin. Aux Galeries Lafayette, tu vois, en fait, je suis rentré parce qu'on demandait tout le temps, vous avez Black Hat, vous avez Black Hat, Black Hat. Et en fait, au lieu de payer la publicité, j'ai payé les gens en direct en leur disant, allez dans cette entreprise-là, demandez, allez dans le grand magasin, demander ma marque, comme ça, la marque, elle reviendra vers moi. Et ça, bah, ils m'ont contacté. Après, j'ai eu d'autres boutiques qui m'ont contacté. Et mon site, il a explosé. Tu vois, ça, c'est une filoterie que j'ai faite, qui ne s'apprend pas à l'école, qui a pu faire décoller mon business. Toi, c'est quoi? Moi, en fait, c'est cette envie. Tu sais, j'avais toujours cette envie de développer la marque. Vraiment, à l'international, quand je dis l'international, c'est à l'Europe. Et ce qui m'a vraiment permis de le faire, c'est un reportage sur France 5. Et c'était en fait pendant le premier mois du Covid où on avait préparé le tournage. Et puis le Covid est arrivé. Ils n'ont pas mis ce film sur France 5 parce que c'était au mois de mars. Ok. C'était là où il y avait le Covid. Ils l'ont déplacé à septembre. Ils se sont dit on va les reporter à 6 mois après. Et c'est ce déclic, en fait. C'est ce développement de l'image auprès du public français. Et j'ai vu, en fait, cette puissance, le fait de dire, ben, en fait, je ne veux pas que des nems. Parce que, voilà, tu dis, ouais, je fais des nems. C'est très cliché, quoi. Ouais, c'est un peu réducteur, en plus des que ça, ouais. En fait, tu vends de la qualité. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de me développer et de me faire différencier des autres. C'est de te dire que, ok, toi, ton focus serait porté sur la qualité avant tout. Ok. Ouais. Ok. Et le documentaire, c'était quoi? Il parlait de qualité, il parlait de... Il parlait de qualité, il parlait d'entreprises, en fait, des entreprises qui ne trichent pas, en fait, sur les valeurs nutritionnelles, sur les ingrédients, hein, qui, en fait, travaillaient avec la viande française et en sortaient, en fait, meilleurs élèves, quoi. Parce que souvent, quand tu appelles les entreprises agroalimentaires, ils ferment les portes. Ok. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent pas. Ils pensent que voilà, tout de suite, ça va créer en fait un problème. Ouais. Moi, j'ai pas de problème en propre. Moi, je voulais juste montrer en toute transparence ce qui était en fait de l'agroalimentaire asiatique en France. Et c'était cette envie. Après, c'était un vrai challenge. Il faut être d'équerre. Ouais, c'est un challenge réussi. Mais c'est comme ça que je me différencie des autres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Si tu veux travailler en France avec des produits français et tout ça, ça coûte cher. Ouais. Et on ne se fait pas des marges de ouf. Mais les gens, en fait, le client, en fait, au supermarché ne voit pas la différence. À part si tu l'expliques déjà en amont. Aujourd'hui, on est en concurrence avec des entreprises qui font les mêmes produits que nous, qui viennent du pays de l'Est, par exemple. Les produits du pays de l'Est ne sont pas comparables avec des produits made in France. En termes de qualité, tu veux dire? En termes de qualité, mais en termes de prix, ils sont beaucoup moins chers. Comment tu peux jouer sur ça? Comment faire en sorte que vous ayez éteindre, enfin, c'est ce que tu peux, vous êtes les leaders, donc comment tu éteins, en guillemets, ta concurrence, dans le sens où, en fait, ils ramènent des choses d'Europe moins chères, mais ils le ramènent sur avec les mêmes types d'acheteurs, en fait. Comment tu fais? Ça fait beaucoup de mal. C'est sûr et certain. Mais tu te différencies avec ta qualité. Bon, après, il y a le packaging qui change. C'est aujourd'hui, en fait, on ne vend pas le produit dans lui-même, mais on vend le packaging. Donc aujourd'hui, on a un design qui est très, très, très français. Et puis, on a travaillé vraiment le côté marketing pour vraiment attirer l'œil du client. Et c'est tout ce qu'on t'apprend en école de commerce, où tu développes aujourd'hui avec des équipes marketing, des designers. Et c'est ça, en fait. Et surtout, avoir ce retour d'expérience du client. Et
souvent, les gens font des produits pour les mettre sur le marché, mais nous, on essaie d'avoir le retour client et on essaie de comprendre ce que veut le marché. Et on s'adapte et on crée ce besoin. Ok. Créer le besoin pour le marché. Ouais. Comment tu crées un besoin pour le marché? Bah, tu essayes d'innover. Ok. Toujours être à l'écoute et de. Voilà, c'est ça. Ok, d'apporter la solution. Ta femme, elle est entrepreneur ou salariée? Elle est entrepreneur. Ok. Comment ça se passe un couple Alors, d'entrepreneurs? ma femme est entrepreneur. Elle est avocate à la base de Californie. Ouais. Elle a travaillé pour un journal de mode. Et puis après, ben, est arrivé notre fils et la petite. Donc, elle a mis un peu, elle est un peu en pause en termes professionnels. Mais bientôt, elle va rentrer dans le monde du travail. Mais ouais, c'est compliqué, une femme avocate. Je vais te dire, on s'engueule toujours. Il y a toujours des échanges, on argumente et tout ça. Mais c'est ma femme, en fait. La vraie énergie qui, en fait, m'a permis de sortir de ce calvaire, on va dire, de l'entreprise familiale, c'est ma femme. Parce que tu peux travailler dur, mais tu vois pas vraiment la lumière de la sortie. Et puis, il y a ta femme qui est là et qui, en fait, bah, quand tu rentres, bah, tu as quelque chose, tu vois différemment. Et moi, quand je rentre chez moi, c'est vraiment une pause. Tu fais du télétravail, mais tu sais t'arrêter au bon moment. Donc, il y a vraiment cette transition entre le monde du travail professionnel et ta maison, quoi. Tu mélanges pas les deux? Non. Ok. Mais c'est difficile de le dire, C'est mais beau. j'essaye d'éviter, quoi. Ouais, c'est beau. Mais ma femme ne connaît pas, en fait, tous les problèmes que je peux avoir, en fait. Parce que je n'en parle pas. Tu n'en parles pas? Non, ok. Si c'est des petits soucis, oui, Ouais, mais ouais. je sais vraiment ne pas mélanger les Ouais, choses. ouais. C'est pas facile, ça, hein. Non. Quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui est entrepreneur, qui a sa charge entrepreneuriale, qui est en couple? En fait, il faut sélectionner. Si tu as besoin d'avoir des idées, de faire un brainstorming, d'avoir vraiment des recommandations, tu peux échanger. Mais si c'est pour parler de tes problèmes et que tu sais que ta femme ou ton conjoint ne peut pas t'aider, c'est plus créer des ennuis et de l'anxiété plus qu'autre chose, quoi. Okay. Le taux de repeat chez Wanam, c'est quoi? Enfin, les gens d'habitude, quand ils achètent vos produits, ils vous recommandent toujours. On n'a pas étudié ça. Ok. Mais souvent, c'est des clients qui connaissent la marque depuis longtemps. Ok. Moi, je sais que les jeunes de notre génération, en fait, connaissent notre marque par le biais des parents. Après, je ne sais pas si ils achètent, parce que comme c'était des goûts de leur enfance, moi, ils reviennent. Mais nous, on essaie de rendre un peu ce produit plus sexy aujourd'hui. Le nem au porc que tu mangeais en fait chez tes parents, en fait, on essaye de le rendre plus sexy aujourd'hui. Vous êtes sur un storytelling, vous êtes sur un concept de nostalgie, enfance. C'est exactement ça. Okay. On essaye de moderniser en fait cette image des produits asiatiques qui sont un peu tradis. Et c'est pour ça que je t'ai dit avec cette modernité. Ok. Et enfin, avant de passer sur les questionnaires de la fin, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur aujourd'hui qui veut développer de la visibilité? Il a un projet, il veut développer de la visibilité. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et qu'est-ce que, en tout cas, de ton expérience à toi, quel conseil tu donnerais? Pour moi, c'est pas aussi facile. Il faut vraiment... Ça dépend de quel produit, si c'est un service, c'est un produit. Mais il faut bien s'entourer, il faut vraiment parler à tous les gens que tu peux. S'entourer. Okay. S'entourer, voilà. Il faut que tu parles avec tous les gens qui puissent vraiment t'aider ou pas. Dans ce lot-là, tu trouveras des gens qui sont volontaires pour t'aider. La chambre de commerce, c'est un bon tremplin pour commencer. Après, il y a des associations et puis des amis autour de toi, ton networking. Quand tu parles d'association, c'est quoi d'association dans ton domaine? C'est pas... en fait, je suis dans plusieurs associations, dont une avec des entrepreneurs de tout type, asiatiques et de tout type. Et puis, tu échanges. Et dans cette association, tu peux parler de tes problèmes. Sans filtre, quoi. Et donc, eux, ils peuvent t'aider ou pas. Ils peuvent te conseiller ou pas. En somme, t'es mieux à réfléchir avec 100 personnes que toi tout seul. Parce que dans ces 100 personnes, peut-être 20% vont réfléchir pour toi et 20% vont te donner ta solution, si toi tu l'as pas. Aujourd'hui, Wanam, ça dépasse la communauté asiatique ou pas? Oui.
Oui. Et comment tu as fait pour que ça aille au-delà, tu vois, que... Moi, je suis impressionné par ça, tu vois. Enfin, Ben, en fait, c'est dur. Hein. C'est le temps que ça met, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, c'est les partenariats, c'est les influenceurs, les TikTokers et tout ça. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas se leurrer. Hein. Ça marche beaucoup comme ça. Les gens achètent beaucoup plus avec les yeux qu'avec une dégustation. Parce que pour aller faire la dégustation, il faut se déplacer. Ouais. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, eh ben, tu fais déjà ce pas. Ouais. Et puis, tu as un clic. Il goûte pour toi déjà. Ouais. Et donc voilà, tu es à deux doigts de cliquer. Ouais. Et comme nous, on a des plateformes vente en ligne, La Belle Vie par exemple, où j'ai un autre client carré asiatique qui arrive à vendre des produits frais et surgelés dans toute la France. Ça va vite. Mais il faut arriver en fait à passer cette barrière. Ok. Donc le jeu que je vais te proposer, en fait, c'est un jeu, c'est ça ou ça. D'accord. Ok, donc je vais te dire, par exemple, entrepreneur ou salarié, tu n'as qu'une réponse à me Ouais, donner. d'accord, ça marche. Ça te va? Ouais. C'est parti. Entrepreneur ou salarié? Entrepreneur. Multinational ou business familial? Business familial. Enfant ou pas enfant? Enfant. Ok. C'est si c'était à refaire. Hein. Pardon, j'ai oublié de te dire. C'est si c'était à refaire. Oui, enfant. Ok, enfant. Publicité ou réseaux sociaux? Réseaux sociaux. Instagram ou LinkedIn? Pour le produit, hein, pour la marque. Oui, hein. pour toi, en fait, c'est toi dans ton business pour un produit. Ah, pour le produit. Dans ton business, Oui, bah, ça sera Instagram. ok. Business solo ou avec des associés? Avec des associés. D'ailleurs, vous êtes associé avec tes frères ou pas? Oui, on est tous associés. Ok. Ça reste une entreprise familiale, hein, donc Ouais. c'est génération en génération, oui. Ok. Et du coup, il y a des enfants déjà Il y a déjà des enfants. Ouais. Mais Donc il y a l'autre de la troisième génération là qui est déjà. là, il y a toute la troisième génération. Là, on Fascinant. prépare la quatrième. Fascinant. Ouais. Attends, on parce que essaye. ton neveu, il a Parce qu'il y a des grosses différences il y a des d'âge. grosses différences d'âge. Moi, Ok. il y a 7 ans d'écart entre moi et ma Ouais. troisième sœur. Mais moi, j'essaye de vendre le produit Wanam auprès de la famille différemment. Tu veux venir, il n'y a pas de problème. Il suffit que tu me montres, que tu me prouves et ensuite, on peut travailler ensemble. Mais j'ai pas... c'est pas comme mes parents, parce qu'à l'époque, c'était dur parce que c'était du travail et mes parents, ils n'avaient pas d'organisation. Ils disaient, bah, mon père faisait la livraison, il allait achalander et tout ça. Il disait, tu veux travailler comme moi ou pas? Et c'est ce qu'il me disait. Sinon, bah, fais des bonnes études. Mais en fait, au final, j'ai fait des bonnes études, je reviens à travailler et j'ai fait de la livraison, tu vois. Mais aujourd'hui, je le ferai pas comme ça. Et comment il se sent ton père? Enfin, Bah, ils il sont doit avoir fiers. une fierté là. Donc, Ils sont fiers. Oui, bah, justement. Ils sont très fiers. Parce qu'ils se sont dit, ils ne savaient pas si Wanam allait continuer. Parce que quand j'ai repris la boîte, c'était vraiment lamentable. Tout marchait bien, l'image marchait bien, mais bon, ils ont eu des gros soucis sociaux. Donc, ouais, tu peux développer? T'es pas obligé. Hein. fracture familiale, Ok. si tu veux. Une personne membre de la famille est partie créer une autre structure qui est concurrente à la nôtre. Perte de rétention de clientèle, parce que ils disent que c'est la même chose que Wanam, mais c'est sous une autre marque. Donc, naturellement, les clients, ils y vont. Donc voilà, il fallait tout refaire. Et en plus de ça, montée syndicale. Oui, en même temps. Enfin, Chez Wanam, bah oui, parce ouais. que y a tout est cassé. Ouais. Tout est cassé, donc tu as en face une tante qui recrée une autre structure qui est concurrente à la tienne. Tu as la montée syndicale, la CGT rentre. Tu dois mettre en place tout ça, l'union locale et tout ça, tout organiser. Et moi, j'arrive comme ça, des États-Unis. Et il dit voilà, Philippe, tu as tout à refaire. Et juste pour te dire, je reprends la boîte la première année, 1 million de pertes nettes. Donc, essaye Vous de faites remonter. 7 millions, 8 millions, 1 million de pertes. Ouais. Ok. Bah parce qu'en fait, c'est mal géré. Ouais. Parce que des gens ont quitté le navire. Donc là, tu dois remonter tout ça. C'est ça. Et tu dois remettre, en fait, tu dois remettre la confiance auprès de tes salariés qui t'ont fait confiance pendant déjà 15 ans. Et c'est quoi la première action que tu as mis en place pour ça? Bah, déjà, j'étais encadré. J'ai fait des réunions. C'est dur, hein, de dire à eux parce qu'ils te disent mais je comprends pas, tu fais partie de la même famille. Si tu savais pas, ben non, on savait pas qu'ils allaient construire. Et là, c'était vraiment compliqué.
Si tu veux, le management a quitté et se sont dit, bah, il n'y a plus de vie pour Wanam. Ils ont refait une structure bis pour reprendre. Et en fait, tu laisses à l'abandon comme si c'était des déchets. Et moi, j'arrive et ils me disent, essaye d'améliorer les choses. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est toute ma vie, pour toute ma famille, la marque Wanam. C'est pour ça que je n'ai pas voulu laisser tomber. Et je me suis battu. Et aujourd'hui, mon père, il me dit, sans toi, Philippe, il n'y aurait pas Wanam. Et c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, j'en parle ouvertement parce que c'est fait. Mais je suis fier, en fait, de porter la marque Wanam. Et c'est ça, en fait, qui me permet de me battre. De dire que, voilà, Wanam a aujourd'hui 43 ans d'ancienneté. Et ça, tu peux pas battre. Tu peux être une nouvelle structure, tu peux faire des prix dans tous les sens, tu peux faire ce que tu veux. Ça battra, ça équivaut pas à une société familiale qui a 3 générations déjà. Génial. Wanam, ça veut dire quoi? Wanam, en fait, si tu veux, le Wa représente... c'est Wa qui représente la Chine en chinois et Nam du Vietnam. Donc, c'est les produits qui sont sino-vietnamiens. Parce que quand même, les produits asiatiques, comme le nem et tout ça, c'est vietnamien, mais la vraie culture ancestrale culinaire, elle vient de la Chine. Donc, tout découle de la Chine pour aller au Vietnam. Et c'est pour ça que c'était un clin d'œil que ma famille voulait faire sur Wanam. Ok. En termes de rentabilité, aujourd'hui, vous êtes rentable? C'était difficile. On est rentable aujourd'hui, mais ce n'était pas évident les 2 dernières années. Pourquoi? À cause de la crise économique, tout ce qui est post-Covid, avec la crise ukrainienne, russe, tout ça, en fait, nous, ça nous impacte directement. Aujourd'hui, la vie coûte cher. Tu vas aller au magasin, tu fais tes courses, ton panier que tu as acheté il y a 3 ans, bah, il y a 40% moins cher. Ou c'est 30% plus cher pour les mêmes quantités. C'est clair. Donc, nous, on a subi ça de plein fouet. Et donc, c'est pour ça qu'on on a optimisé notre production, si tu veux. On a vraiment tout réorganisé. C'est très mathématique chez nous. Oui, tu as mis le côté process, finance. C'est ça. Tu veux le faire, c'est une chose, mais c'est une entreprise agroalimentaire, donc c'est très, très difficile. Mais on a été encadré par la BPI, on a eu des consultants et tout ça. Et c'est ça, en fait, qui nous permet aujourd'hui d'être, on va dire, optimal, parce qu'on a cette avance. Cette avance au niveau technicité, au niveau production, au niveau de la production et de la strat. Et puis, on a quand même le nom sur le marché. Et c'est comme ça qu'on arrive à le faire. Et puis après, petit à petit, avec les réseaux sociaux. Mais c'est dur, hein. C'est dur, mais c'est challenging. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Mais je travaille beaucoup, hein. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais j'aime bien travailler. Je n'ai pas peur. Et je suis quelqu'un d'assez optimiste. Donc, il y a toujours un plan B ou un plan C, comme je te l'ai dit. On continue le questionnaire, le jeu? Oui. Travail intense, puis repos, ou alors travail équilibré sans repos? Travail intense, puis repos. Okay. Offre premium ou offre accessible? Offre premium. Scaler vite ou sécurité? Sécurité. Ok. Ah bon? Ça m'étonne de toi. Tu m'as dit quoi, sécurité ou? Ouais, ou prendre des risques. Ah non, prendre des risques, excuse-moi, j'avais pas écouté. Oui. Donc on a refait risque ou sécurité? Oui, risque. Ok. Investir dans le marketing ou dans l'humain? Investir dans l'humain. Ok. Networking ou publicité? Networking. Lever des fonds ou utiliser ses fonds propres? Utiliser ses fonds propres. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur de ce monde de lever. Je me suis fait approcher à plusieurs reprises et j'ai toujours peur en fait de ça. Je vois en fait autour de moi tous ces gens en fait qui ont levé des fonds et pour s'en sortir c'est pas si évident. Et comme je suis pas tout seul, lever des fonds si c'était que ma boîte il y a pas de problème. Mais de mettre en fait en hypothèque toute la famille en collatéral, c'est difficile. Ouais, t'impliques des gens dans le Exactement. Process. Si ça plante, j'aurais ça toute ma vie, quoi, sur le dos. Ouais, je comprends. Ok, intéressant. Travailler 7 sur 7 et devenir une licorne, ou alors travailler normalement et avoir un équilibre vie pro et vie perso? L'équilibre. Ok. Numéro 1 dans ta niche, ou alors tu es un acteur lambda dans un marché? Numéro 1 dans ta niche. Ok.
Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn, Ok. Philippe Cheux. Philippe Chieu, Wanam, H-O-A-N-A-M. Ok. Et puis, moi, je suis prêt à partager mes expériences avec tous ceux qui veulent le connaître. Moi, j'ai pas de problème. S'il y en a qui veulent faire des stages, qui veulent parler de leurs problèmes, si je peux aider, j'aide. Si vous voulez des stages, de l'expérience, bref, c'est vrai que Philippe, il est très, très dans l'entraide. Voilà, si vous avez des questions sur Wanam ou sur la food ou autre chose, sur l'entrepreneuriat même de façon générale, vous pouvez envoyer un mail ou contacter Philippe via LinkedIn. Le lien s'affiche juste ici. Quel conseil tu donneras aux gens En fait, aux entrepreneurs aujourd'hui? si l'entrepreneur pense que leur produit est vraiment bon, bah, qu'il pousse les portes. Après, il y a plein de, il y a plein de food tech. Hein. Faut passer par là. C'est plus facile de passer par la chambre de commerce, que ce soit à Paris ou dans la région, qui vont ensuite t'aiguiller dans des clubs. Si c'est de la food, bah, c'est dans l'agroalimentaire. Mais il faut pousser, en fait. Faut se faire connaître. S'ils sont bons, les réseaux sociaux, ça peut aller vite, mais il faut être bon. Sinon, faut vraiment être courageux. Hein. Si le produit, et on va dire, ils pensent que ça peut marcher, mais ils sont pas sûrs, alors là, faut repenser le business model. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit à l'erreur. L'erreur coûte cher en termes d'investissement. C'est quoi le mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent ici? Entrepreneur, c'est pas facile, mais que c'est un vrai challenge et une belle. Pour moi, c'est une belle. C'est naturel, en fait. Si tu es entrepreneur, tu l'as dans le sang. Donc, c'est un vrai voyage. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Philippe, Merci. pour cet échange. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Franchement, c'était un plaisir de t'avoir. Bravo pour Wanam Merci et à pour toi, ce que Steve. tu fais. Ouais. Et à l'occasion, on ira chez Wanam. Avec grand plaisir, c'est noté. C'est noté. On fera une vidéo où on montrera peut-être chez Wanam comment c'est, si ça te dit, si ça te parle. Merci à toi. C'est moi qui te remercie. Entreprendre n'est pas facile. On a une étude de cas avec une personne qui a repris le business familial et qui est repartie du début avec les difficultés que ça comporte, avec le courage que ça comporte pour pouvoir le faire. Philippe, c'est l'histoire de résilience. C'est des souvenirs d'enfance. Si vous devez retenir le storytelling, c'est le storytelling de la nostalgie. Il était nostalgique des bons moments qu'il a passés chez sa famille, dans les usines de ses parents, et il a voulu redonner un souffle et redévelopper cette activité. Et je pense que le succès de Wanam, c'est aussi sur la nostalgie, avec des personnes qui achètent en première cible les produits qui leur rappellent leur enfance, et en deuxième cible, des personnes qui goûtent à la cuisine française revisitée. C'est un plaisir pour moi d'échanger sur lui, et vous pouvez voir qu'il y a différents cas pour pouvoir être visible. Merci à vous et chapeau.